Et si ce que tu appelles ta personnalité n'était qu'une réponse très intelligente à un environnement qui ne te convenait pas? C'est une question brutale, mais nécessaire, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'expérience clinique est fascinant. De plus en plus de femmes réalisent que ce qu'elles ont toujours considéré comme leur nature, leur hypersensibilité, leur vigilance constante, leur capacité à lire les autres, n'est pas génétique, c'est neurologique. C'est une adaptation du système nerveux. Ton corps a appris, très tôt, à scanner l'environnement. Pas intellectuellement, physiquement. Avant même que tu saches parler, ton système nerveux évaluait. Est-ce que c'est sûr ici? Est-ce que je peux me détendre? Qu'est-ce que je dois être pour ne pas être en danger émotionnel? Jung disait que ce que nous appelons « moi » est souvent une réponse à l'environnement. Mais il ne parlait pas seulement de psychologie, il parlait de survie, d'une intelligence ancestrale qui façonne l'identité en fonction du climat émotionnel dans lequel on grandit. Cette femme qui devine l'humeur de son partenaire avant même qu'il parle, qui anticipe les conflits, qui ajuste sa présence pour maintenir l'harmonie. On l'appelle mature, on l'appelle empathique. Mais en réalité, elle est en état d'hypervigilance relationnelle. Son système nerveux n'a jamais vraiment appris à se reposer. Ce n'est pas une pathologie, c'est une stratégie brillante, une adaptation parfaite à un foyer où l'amour était imprévisible, où les émotions des adultes devenaient l'atmosphère de la maison, où la petite fille a compris inconsciemment « Si je ne sens pas ce qui vient, je ne serai pas en sécurité ». Et ce programme continue, à 30 ans, à 40 ans, même quand il n'y a plus aucun danger réel. Parce que le corps ne distingue pas entre « je suis enfant dans une maison instable » et « je suis adulte dans une relation saine ». Il continue à protéger, à surveiller, à adapter. On comprend maintenant que beaucoup de traits que les femmes attribuent à leur personnalité sont en fait des réponses somatiques figées. Ce que tu appelles ton anxiété pourrait être ton système nerveux encore bloqué en mode alerte. Ce que tu appelles ton besoin de contrôle pourrait être l'écho d'une enfance où tu n'avais aucun contrôle. Alors voici la vraie question, celle qui change tout. Qui serais-tu si ton système nerveux n'avait pas eu besoin de rester en alerte pour survivre? L'enfance n'est pas un souvenir. C'est un programme qui tourne encore. On pense que grandir, c'est oublier. Que devenir adulte, c'est laisser le passé derrière. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le système nerveux. L'enfance ne reste pas dans les souvenirs. Elle reste dans le corps, dans les réflexes, dans les réactions automatiques que tu ne contrôles pas. Parce que le corps apprend avant que la mémoire ne se forme. À 2 ans, à 3 ans, tu n'avais pas de mots pour expliquer ce que tu vivais. Mais ton corps, lui, enregistrait tout. Il apprenait. Quand maman est comme ça, je dois être comme ci. Quand papa élève la voix, je disparais. Quand il y a du silence, c'est dangereux. Ce ne sont pas des pensées, ce sont des empreintes neurologiques. Aujourd'hui, dans l'expérience clinique contemporaine, on observe quelque chose de fascinant. Des femmes adultes, fonctionnelles, intelligentes, qui réagissent émotionnellement comme si elles avaient encore 7 ans. Pas parce qu'elles sont immatures, mais parce que leur système nerveux est resté figé dans un schéma de protection appris pendant l'enfance. Jung parlait de l'enfant intérieur. Mais ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité somatique. Il y a, en toi, une partie qui ne sait pas que tu as grandi. Une partie qui réagit encore aux mêmes signaux de danger. Une partie qui, face à un conflit, à une critique, à un silence prolongé, se contracte exactement comme elle le faisait quand tu étais petite. Ce qui rend cela invisible, c'est que tu as construit par-dessus une adulte extrêmement compétente. Une femme qui gère, qui raisonne, qui fonctionne. Mais en dessous, il y a ce climat émotionnel originel qui n'a jamais été métabolisé. Parce que dans beaucoup de foyers, il n'y avait pas de trauma évident, pas de violence nette, juste une atmosphère, une imprévisibilité émotionnelle, des parents présents physiquement mais absents intérieurement, un amour conditionnel qui dépendait de ton comportement, une tension subtile mais constante. Et l'enfant, parce que c'est son seul moyen de survie, apprend à lire cette atmosphère, à s'y adapter, à devenir ce qu'il faut être pour que ça reste supportable. Ce n'était pas dramatique,
C'était juste instable. Et l'instabilité émotionnelle façonne un système nerveux qui ne se repose jamais complètement. Alors aujourd'hui, adulte, tu te demandes pourquoi tu ne peux pas simplement lâcher prise. Pourquoi tu analyses tout. Pourquoi tu te sens coupable de te reposer. Pourquoi tu portes tout. Parce que l'enfance ne s'est jamais terminée. Elle continue, silencieusement, dans ton corps. La relation à la mère n'est pas une relation comme les autres. C'est la première atmosphère émotionnelle. Le premier climat dans lequel tu as appris ce que c'est qu'exister. Et ce qui est troublant, c'est que cette relation façonne absolument tout ce qui vient après. Pas par des souvenirs précis, pas par des événements marquants, mais par une qualité de présence ou d'absence. On comprend aujourd'hui que la mère n'est pas seulement une personne. Elle est un miroir émotionnel. C'est dans son regard que l'enfant apprend. Est-ce que j'ai le droit d'exister comme je suis? Est-ce que ce que je ressens est valide? Est-ce que je suis aimable simplement parce que je suis? Quand ce miroir est instable, pas nécessairement méchant, juste instable, l'enfant commence à se construire en fonction de ce qu'il voit refléter ou de ce qu'il ne voit pas. Beaucoup de femmes ont eu des mères présentes physiquement, qui nourrissaient, qui s'occupaient. Mais émotionnellement, il y avait une distance, un vide, une incapacité à voir vraiment la fille. Parce que la mère elle-même portait ses propres blessures non digérées. Et quelque chose de très particulier se produit. La fille devient le miroir de sa mère. Elle inverse le rôle. Elle apprend à sentir ce que sa mère ressent, à réguler l'humeur maternelle, à être celle qui comprend, qui console, qui prend soin. Pas à 5 ans, pas à 10 ans, parfois dès 3 ans. On appelle ça la parentification émotionnelle. L'enfant qui devient le parent émotionnel de son propre parent. Et cela crée des femmes adultes qui savent tout faire, sauf recevoir. Jung disait que nous portons l'inconscient maternel. Mais ce n'est pas abstrait, c'est concret. Tu portes ces peurs non exprimées, ces désirs refoulés, ces limites silencieuses. Et tu te construis soit en opposition totale, soit en reproduction exacte, mais jamais libre. Et puis, il y a cette chose dont personne ne parle, la colère contre la mère. C'est l'émotion la plus taboue qui soit, parce qu'une fille n'a pas le droit d'être en colère contre celle qui lui a donné la vie. Alors cette colère se transforme, elle devient culpabilité, elle devient dépression, elle devient fatigue chronique. De plus en plus, dans l'expérience clinique contemporaine, on observe que la colère féminine réprimée n'est pas un défaut, c'est une force vitale bloquée, une énergie qui n'a jamais eu l'autorisation d'exister. Parce que la mère n'est pas une ennemie, mais elle n'était pas le miroir dont tu avais besoin. Et reconnaître cela sans la condamner, sans te condamner, c'est le début de quelque chose. Le père, dans la psyché féminine, n'est pas seulement une personne, c'est une fonction. Celle qui dit « Le monde extérieur existe et tu y as ta place. Je te protège pendant que tu apprends à exister. » Mais que se passe-t-il quand cette fonction n'est pas remplie? Beaucoup de femmes ont eu un père présent physiquement. Il était là, il travaillait, il rentrait le soir, mais émotionnellement, il était absent. Pas distant par cruauté, distant par incapacité, parce qu'il ne savait pas comment être présent autrement. Et l'absence du père crée quelque chose de très spécifique dans le système nerveux de la fille. Une absence de sécurité de base. Pas la sécurité matérielle, la sécurité intérieure, celle qui permet de se sentir protégée, vue, validée dans son existence. Ce qui est fascinant, c'est que cette absence ne reste pas dans l'enfance. Elle se déplace, elle se rejoue, elle devient le schéma relationnel adulte. On observe aujourd'hui, dans les études contemporaines sur l'attachement féminin, que les femmes qui n'ont pas eu de père émotionnellement disponible développent souvent un pattern très particulier. Elles confondent amour et activation émotionnelle. Concrètement, cela signifie quoi? Cela signifie que la sensation d'être amoureuse devient indissociable de l'instabilité, du manque, de la poursuite, de l'incertitude, parce que c'est ce que son système nerveux a appris très tôt. L'amour paternel était là, mais jamais vraiment accessible, toujours à distance, toujours conditionnel. Alors adulte, inconsciemment, elle reproduit cette dynamique. Elle est attirée par des hommes émotionnellement indisponibles, pas par masochisme,
mais parce que son corps reconnaît cette sensation comme étant l'amour. C'est familier. C'est ce qui active son système nerveux de la même façon que l'attente du regard paternel l'activait enfant. Un homme stable, présent, prévisible, il ne génère pas cette intensité. Il semble ennuyeux, parce qu'il ne réveille pas le vieux programme. Je dois mériter l'attention. Je dois prouver que je vaux la peine d'être vu. Jung parlait de l'animus, cette image interne du masculin que chaque femme porte. Mais l'animus n'est pas abstrait. Il est construit à partir de la première relation masculine, le père. Et si ce père était absent, distant, imprévisible ou émotionnellement fermé, l'animus devient un homme impossible à atteindre. C'est pour ça que certaines femmes passent leur vie à choisir le même type d'homme. Elles ne choisissent pas vraiment. Leur système nerveux reconnaît un pattern et dit « c'est lui, c'est l'amour ». Parce que ça ressemble exactement à la dynamique paternelle. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas rationnel, c'est somatique. Et le drame, c'est que cette femme croit qu'elle cherche l'amour. Mais en réalité, elle cherche à réparer quelque chose qui s'est brisé il y a très longtemps. Elle cherche ce père qui ne l'a jamais vraiment vu. Et elle le cherche chez des hommes qui ne la verront jamais vraiment non plus. Elle gère tout. Elle anticipe tout. Elle est celle sur qui tout le monde compte. Elle semble incroyablement mature pour son âge, et elle l'est probablement depuis qu'elle a 7 ans. Mais voici ce que personne ne dit. Elle n'est pas mature. Elle est vigilante. C'est une différence neurologique fondamentale. La maturité vient du développement naturel. La vigilance vient de la nécessité de survivre dans un environnement émotionnellement imprévisible. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'expérience clinique est troublant. On rencontre des femmes qui ont tout réussi. Carrière solide, vie sociale, relations fonctionnelles. Et pourtant, intérieurement, il y a cet épuisement profond. Cette sensation de jouer un rôle en permanence, de ne jamais pouvoir vraiment s'arrêter. Parce que leur système nerveux n'a jamais appris à se reposer. Quand tu grandis dans un foyer où tu dois constamment sentir l'humeur des adultes pour savoir comment te comporter, ton cerveau développe une capacité exceptionnelle, la lecture émotionnelle hyper précise. Tu devines ce que l'autre ressent avant même qu'il parle. Tu ajustes ta présence en temps réel. Tu deviens experte en régulation émotionnelle, mais toujours celle des autres, jamais la tienne. Et cette compétence, on la valorise. On dit de toi que tu es sensible, empathique, à l'écoute. Mais en réalité, c'est une hypervigilance relationnelle. Ton système nerveux est en mode alerte constante. Il scanne, il évalue, il prévoit. Jung disait que l'inconscient compense. Quand l'enfance demande trop tôt d'être adulte, quelque chose reste figé. Il y a cette femme fonctionnelle, brillante, responsable. Et en dessous, il y a une enfant qui n'a jamais eu le droit de ne pas savoir, de ne pas gérer, de ne pas comprendre. Ce qui rend cela invisible, c'est que socialement, ça fonctionne parfaitement. Ces femmes sont admirées. Elles réussissent, elles sont fiables. Mais intérieurement, il y a une fatigue qui ne part jamais. Un sentiment de solitude même entouré. Une incapacité à vraiment lâcher. Parce que lâcher, pour elles, c'est dangereux. Leur corps a appris que si elles ne contrôlent pas l'environnement émotionnel, quelque chose de terrible peut arriver. Ce n'est pas rationnel, c'est une mémoire somatique. On comprend maintenant que beaucoup de ce qu'on appelle « burn-out » chez les femmes n'est pas seulement professionnel, c'est un burn-out existentiel. Le système nerveux qui dit « je ne peux plus porter tout ça », parce qu'elle porte, depuis toujours, depuis qu'elle était trop petite pour comprendre qu'elle n'aurait jamais dû avoir à porter. Il y a des femmes qui ne savent pas se reposer sans culpabilité, qui ne peuvent pas ressentir du plaisir sans attendre inconsciemment que quelque chose de mauvais arrive après, qui se sabotent précisément au moment où tout va bien. Ce n'est pas de l'auto-sabotage classique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un système nerveux qui a appris que la joie est dangereuse. Parce que dans certaines enfances, le plaisir était toujours conditionnel, toujours accompagné d'une menace implicite. Tu es heureuse maintenant ? Attends, ça ne va pas durer. Ou pire, la joie de l'enfant dérangeait. Elle prenait trop de place. Elle était interrompue, minimisée ou utilisée comme levier de contrôle.
L'enfant apprend alors une équation neuronale terrifiante. Se sentir bien, danger imminent. Ce n'est pas une pensée consciente, c'est une association somatique. Le corps, dès qu'il commence à se détendre, à ressentir du plaisir, active automatiquement un signal d'alerte. Attention, quelque chose va se passer. Prépare-toi. On observe aujourd'hui que cette dynamique est extrêmement fréquente chez les femmes. Pas parce qu'elles sont masochistes, mais parce que leur système nerveux a été conditionné très tôt à associer la détente avec la vulnérabilité, et la vulnérabilité avec le danger émotionnel. Concrètement, cela donne quoi dans la vie adulte? Une incapacité à vraiment profiter des moments heureux. Même en vacances, même en repos, il y a cette tension de fond. Cette voix intérieure qui dit « tu ne devrais pas, tu devrais être en train de faire quelque chose ». Ou pire, si tu te sens trop bien maintenant, tu vas le payer après. Le repos devient égoïste, la joie devient suspecte, le plaisir devient une dette qui sera réclamée plus tard. Et cela vient directement d'enfance où l'amour était conditionné à la performance, où l'affection venait avec une facture émotionnelle, où l'enfant comprenait inconsciemment « je suis aimé si je fais ce qu'il faut, si je ne déçois pas, si je ne prends pas trop de place avec mes besoins ». Jung parlait du surmoi familial, cette voix intérieure qui n'est pas la tienne, mais celle des attentes parentales internalisées. Et cette voix dit « tu n'as pas le droit de te sentir bien si tu n'as pas tout donné ». Ce qui est tragique, c'est que ces femmes travaillent énormément. Elles donnent, elles produisent, elles aident. Mais même après avoir tout fait, même après avoir prouvé leur valeur 1000 fois, elles ne s'autorisent toujours pas à simplement exister sans justification. Parce que le droit d'exister sans condition, sans performance, sans utilité, sans raison, ne leur a jamais été donné. Et le corps se souvient. Il continue à conditionner la joie, à la rationner, à la punir. Il y a une fatigue que le sommeil ne répare pas. Une fatigue qui persiste même après des vacances. Une fatigue qui semble venir de nulle part, mais qui vient en réalité de partout. C'est la fatigue de la colère non exprimée. Parce que la colère féminine n'a jamais eu le droit d'exister. Pas ouvertement, pas légitimement. Une petite fille en colère, c'est capricieuse. Une adolescente en colère, c'est difficile. Une femme en colère, c'est hystérique. Alors très tôt, l'enfant apprend. Cette émotion-là, il faut la cacher, la transformer, la faire disparaître. Mais la colère ne disparaît pas, elle se déplace. Ce qui se passe dans le corps est fascinant d'un point de vue neurobiologique. Quand une émotion ne peut pas être exprimée, elle reste figée dans le système nerveux. Elle devient une contraction musculaire chronique, une tension dans la mâchoire, un poids sur la poitrine, une fatigue inexplicable. On comprend aujourd'hui que beaucoup de femmes qui souffrent d'épuisement chronique ne manquent pas d'énergie. Elles ont trop d'énergie bloquée. C'est la colère vitale qui n'a jamais trouvé son chemin de sortie. Et cette colère vient souvent d'un endroit très précis, l'enfance, où tu n'avais pas le droit de dire non, où tes besoins étaient ignorés, où tu devais sourire même quand quelque chose te blessait, où tu portais les émotions des adultes sans que personne ne porte les tiennes. Jung disait que l'ombre, cette partie de nous qu'on refuse de voir, ne disparaît pas, elle s'accumule. Et pour beaucoup de femmes, l'ombre, c'est précisément cette rage enfouie. Rage contre la mère qui ne l'a pas vue, rage contre le père qui n'était pas là. Rage contre un système familial qui lui demandait d'être sage, gentille, compréhensive, alors qu'elle était juste une enfant qui avait besoin d'être protégée. Mais exprimer cette rage, c'est intolérable. Parce qu'une bonne fille ne se met pas en colère. Alors le corps trouve une solution. Il transforme la colère en dépression, en anxiété, en fatigue, et cette fatigue devient une identité. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'en peux plus. Mais personne ne demande. Fatiguée de quoi? Épuisée par quoi? Épuisée de porter ce que tu n'aurais jamais dû porter. Épuisée de contenir une énergie vitale qui demande à sortir depuis des décennies. Parce que la colère, ce n'est pas une pathologie. C'est une force, une énergie de protection, une frontière qui dit « non, ça, ce n'est pas acceptable ».
Mais si cette frontière n'a jamais été autorisée, le corps s'effondre. Il n'a plus la force de tenir. On observe de plus en plus que les femmes qui commencent à reconnecter avec leur colère, pas pour la déverser sur les autres, mais pour la reconnaître, la légitimer, la sentir dans leur corps, retrouvent une énergie qu'elles croyaient perdue à jamais. Parce que la fatigue n'était pas une absence d'énergie. C'était une énergie emprisonnée. Il y a des femmes qui, inexplicablement, sabotent leur succès au dernier moment, qui abandonnent un projet juste avant qu'il réussisse, qui refusent une promotion, qui reculent précisément quand tout s'aligne. On appelle ça de l'auto-sabotage, mais ce n'est pas ça, c'est de la loyauté, une loyauté invisible à la famille d'origine. Parce que ce qui se passe dans le système nerveux familial est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Il y a des règles non dites, des plafonds émotionnels, des limites implicites que personne n'a jamais formulées, mais que tout le monde respecte. Et l'une de ces règles, c'est « tu ne dois pas aller plus loin que nous ». Ce n'est pas dit avec des mots. Ce n'est pas conscient. Mais c'est transmis par le climat émotionnel, par les silences, par la façon dont la famille réagit quand tu réussis. Pas avec joie pure, avec quelque chose de plus ambigu, de l'admiration mêlée de distance, de la fierté mêlée de ressentiment, ou pire, une indifférence polie. Et l'enfant, qui dépend émotionnellement de cette famille, comprend inconsciemment « si je réussis trop, si je vais trop loin, je perds le lien, je deviens étrangère ». Jung parlait de l'inconscient collectif, mais il existe aussi un inconscient familial, un champ invisible de croyances, de peurs, de limitations qui se transmettent de génération en génération. Et chaque membre de la famille porte ce champ sans le savoir. Si ta mère n'a jamais osé prendre sa place, si ton père a renoncé à ses ambitions, si dans ta lignée, les femmes se sont toujours faites petites pour ne pas déranger, tu portes cette mémoire. Et inconsciemment, réussir devient une trahison. On observe aujourd'hui dans l'expérience clinique contemporaine quelque chose de fascinant. Des femmes brillantes, capables, qui bloquent systématiquement à un certain niveau de succès. Pas par manque de compétences, par loyauté inconsciente. Parce que réussir vraiment, briller vraiment, prendre toute sa place, c'est rompre un pacte familial silencieux. C'est dire « je vais là où vous n'êtes pas allé ». Et pour le système nerveux, ça ressemble à un abandon. Alors, elle procrastine. Elle doute. Elle trouve 1000 raisons rationnelles pour ne pas finir ce qu'elle a commencé. Mais la vraie raison, c'est qu'une partie d'elle sait « si je réussis, je perds ma famille émotionnellement ». C'est pour ça que certaines femmes choisissent inconsciemment des partenaires qui les limitent, des environnements qui les maintiennent petites, des situations qui reproduisent les plafonds familiaux. Parce que sortir de ce cadre, c'est s'exposer à la solitude ontologique. Et ce qui est tragique, c'est que cette loyauté n'est jamais reconnue. La famille ne dit pas « merci de rester limité pour nous ». Elle dit « pourquoi tu ne fais rien de ta vie ?» Mais si la femme ose vraiment y aller, elle sent la distance s'installer. Alors elle reste. Pas physiquement, émotionnellement. Elle reste au niveau où elle ne menace personne, où elle ne révèle pas, par sa réussite, les renoncements des autres. C'est la question la plus déstabilisante qui soit, parce qu'elle demande quelque chose d'impossible. Imaginez qui tu serais si tu n'avais pas eu besoin de devenir qui tu es. Toute ta vie, tu as cru que ta personnalité te définissait, ta sensibilité, ta vigilance, ta capacité à tout gérer, ta difficulté à te reposer. Tu pensais que c'était toi, mais ce n'est pas toi, c'est une stratégie. Une stratégie brillante, sophistiquée, nécessaire à un moment donné. Mais une stratégie quand même. Et la différence entre une identité et une stratégie, c'est que l'identité est libre. La stratégie, elle, est une réponse. Une réponse figée à un environnement qui n'existe plus. Jung disait « Ce que nous ne rendons pas conscient dirige notre vie de l'extérieur et nous l'appelons destin. » Mais que se passe-t-il quand on rend conscient? Quand tu commences à voir que cette femme hyper fonctionnelle n'est pas ton essence, c'est une armure. Que cette difficulté à ressentir de la joie n'est pas un défaut de caractère, c'est une mémoire. Que cette colère enfouie sous la fatigue n'est pas une faiblesse, c'est une force que tu n'as jamais eu le droit d'exprimer. Ce qui émerge alors, c'est vertigineux.
Parce que si cette personnalité n'est pas toi, alors qui es-tu vraiment? On comprend maintenant que le système nerveux a une capacité extraordinaire, la neuroplasticité. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été figé peut se remettre en mouvement, pas en effaçant le passé, mais en créant de nouveaux chemins. Mais cela demande quelque chose de très difficile, accepter de ne pas savoir qui tu es sans la blessure. Parce que la blessure t'a structuré. Elle a dicté tes choix, tes relations, tes limites, tes ambitions. Tout ce que tu crois être découle de ce que tu as dû devenir. Alors qui serais-tu si tu n'avais jamais eu besoin de lire l'humeur de ta mère pour te sentir en sécurité? Si tu n'avais jamais eu à compenser l'absence de ton père par une vigilance constante? Si ta colère avait toujours été légitime? Si ta joie n'avait jamais été conditionnée? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une question qui ouvre un espace. Un espace où tu n'es plus défini par ce que tu as survécu, où tu n'es plus enfermé dans ce que tu as dû être. Un espace vide, inconfortable, mais vivant. Parce que sans la stratégie, il reste quelque chose que tu n'as jamais rencontré pleinement. Toi, pas la toi que ta famille a façonnée, pas la toi que tes blessures ont construite, mais celle qui existe avant tout ça, celle qui a toujours été là, silencieuse, attendant. Et c'est terrifiant. Parce que la rencontrer, c'est accepter de lâcher ce qui t'a tenu debout jusqu'ici. Il n'y a pas de solution dans ce que je viens de te dire. Pas de méthode en 5 étapes. Pas de protocole pour guérir ton enfance. Parce que ce n'est pas de guérison qu'il s'agit. C'est de conscience. Ce que tu viens de traverser n'est pas une liste de symptômes à corriger. C'est une cartographie de ton propre système nerveux, de la façon dont tu t'es construite, de la raison pour laquelle tu réagis comme tu réagis, de ce qui te fatigue sans que tu comprennes pourquoi. Et comprendre cela ne change pas tout immédiatement. Mais ça change quelque chose d'essentiel. Ça te rend la responsabilité de ta vie. Pas la culpabilité, la responsabilité. Parce que tant que tu crois que ta personnalité est fixe, que tu es comme ça, tu restes prisonnière. Mais quand tu vois que ce que tu appelles « toi » est une construction adaptative, quelque chose se libère. Tu n'es plus obligé de continuer à être cette femme, celle qui porte tout, qui anticipe tout, qui se sent coupable de se reposer, qui bloque avant de réussir, qui choisit des partenaires émotionnellement indisponibles, qui transforme sa colère en fatigue. Tu as été cette femme parce que c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Jung disait quelque chose de fondamental. Ce que nous ne rendons pas conscient dirige notre vie de l'extérieur et nous l'appelons destin. Mais le destin n'existe pas. Il y a juste des programmes inconscients qui tournent en boucle. Et quand tu les rends conscients, ils perdent leur pouvoir absolu sur toi. Cela ne veut pas dire que tu ne porteras plus jamais les traces de ton enfance. Ces traces sont en toi. Elles font partie de ton histoire. Mais elles ne sont plus ta prison. Parce qu'il y a une différence immense entre « je suis blessé » et « j'ai été blessé ». Entre « je suis limité » et « j'ai appris des limites ». L'une te fige dans une identité. L'autre te laisse la liberté de devenir. Ce qui est important maintenant, ce n'est pas de chercher à qui attribuer la faute. Ce n'est pas de blâmer tes parents. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs propres blessures, leurs propres programmes inconscients. Ils t'ont transmis ce qu'on leur a transmis. Mais ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on doit continuer à porter. Tu peux reconnaître d'où tu viens sans y rester. Tu peux honorer ce que tu as vécu sans en faire ton identité permanente. Et c'est là que commence quelque chose de nouveau. Pas spectaculaire, pas immédiat, mais réel. La femme qui commence à se voir, vraiment se voir, pas à travers le regard de sa mère, pas à travers l'absence de son père, pas à travers les attentes de sa famille, pas à travers les blessures qui ont dicté ses choix pendant des années, mais à travers ses propres yeux. Enfin, ce que nous ne rendons pas conscient dirige notre vie, mais ce que nous rendons conscient nous rend notre vie.